Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence organisée par l'Académie UPV, consacrée à un enjeu majeur pour toutes les entreprises, le recouvrement de créances. Que vous soyez en direct ou que vous nous rejoigniez en différé, nous vous remercions d'être avec nous pour aborder un sujet aussi stratégique dans le contexte économique actuel, où la maîtrise de la trésorerie est plus que jamais cruciale pour la pérennité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques bons réflexes pour vous faire payer à travers 3 grandes étapes clés. Prévenir les retards et les incidents de paiement, notamment en sécurisant la relation commerciale, relancer vos clients et recouvrer, en particulier, un focus sur la procédure d'injonction de payer, qui reste un levier intéressant et souvent méconnu. Pour nous éclairer sur ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Maître Christophe Mameli, avocat au sein du cabinet Sagef Avocat. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette webconférence via l'espace dédié. Et je laisse sans plus tarder la parole à Maître Christophe Mameli. Bonjour à tous, merci Nathalie pour cette introduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous exposer pourquoi le choix de ce thème. Alors, vous l'avez dit Nathalie, c'est un thème qui est crucial, bien entendu, pour les entreprises, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les factures impayées, les impayés, c'est un véritable fléau. Je vous donne quelques chiffres pour que vous fassiez une idée précise. 82% des entreprises françaises sont confrontées à des retards de paiement très importants. 82%. Donc, ça touche vraiment la quasi-intégralité des entreprises. Le délai moyen des retards de paiement en France est d'environ 48 jours. 48 jours après la date d'échéance de la facture. Donc, c'est très conséquent. Et c'est le chiffre le plus parlant, le montant annuel des impayés en France avoisine les 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment un fléau national. Et 25% des procédures collectives, que ce soit redressement judiciaire, mise sous sauvegarde ou a fortiori liquidation judiciaire, 25% des procédures collectives sont dues exclusivement à des retards de paiement ou à des impayés. Donc, c'est vraiment un sujet majeur dans la société aujourd'hui. De manière plus pragmatique, de manière plus, je vais dire, concrète, j'ai, moi, été confronté à cette problématique de recouvrement de créances à travers mes clients, puisque j'accompagne les entreprises depuis environ une trentaine d'années, et j'ai pu réaliser deux constats qui sont assez fréquents dans l'approche de la gestion des recouvrements de créances par les entreprises. Le premier constat que j'ai fait, c'est que bien souvent, les tentatives de recouvrement de créances par les entreprises sont vouées à l'échec en raison de l'impréparation des entreprises à cette capacité à recouvrer les créances. C'est-à-dire que soit les factures sont mal préparées, soit les dossiers sont mal montés. Et pour des dossiers qui sont, on va dire, juridiquement fondés, etc., eh bien, vous avez des débiteurs qui arrivent à passer entre les mailles du filet parce que l'entreprise n'est pas en mesure, n'est pas capable d'établir clairement sa créance et donc de la recouvrer. Le deuxième constat que j'ai fait en accompagnant mes clients, c'est que bien souvent, les entreprises renoncent purement et simplement à tenter de recouvrer des créances en faisant un calcul qui n'est pas idiot, qui est de se dire, eh bien, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Bien souvent, quand vous avez des factures de quelques centaines, quelques milliers d'euros, le réflexe est de se dire, bon, je fais une mise en demeure, je fais 2-3 relances, et puis si au bout de 2-3 relances, le client ne s'exécute pas, je renonce finalement à aller voir un avocat pour tenter de recouvrir la créance parce que eh bien, je pense que la procédure sera, en termes de coûts, de gestion, finalement trop importante par rapport au montant de la créance à recouvrer, et donc je renonce. Et ça, je l'ai vu très très souvent
notamment quand vous avez, par exemple, des queues de facture, vous avez facturé de manière importante un client, puis la dernière tranche de paiement qui est modeste, eh bien, vous ne la recevez jamais, et donc les travaux sont faits, et puis on renonce à recouvrir cette facture-là. Et c'est dommage parce qu'il y a des outils juridiques qui existent, et Nathalie vous l'a indiqué, notamment la procédure en injonction de payer, qui est une procédure qui est rapide, très efficace, peu onéreuse. Mais c'est aussi une procédure qui nécessite que les dossiers soient véritablement bien préparés en amont, et c'est-à-dire qu'il faut sécuriser votre facturation en amont. Une bonne facture, c'est une facture qui a été préparée bien en amont, de façon à ce qu'elle soit incontestable lorsque vous la présentez à un juge et lorsque vous tentez de la recouvrer. Et la première étape qui vous incombe dans le cadre de cette préparation de la facturation, eh bien, c'est d'encadrer correctement votre relation commerciale. Et pour être bien plus concret, l'élément qu'on va vous demander, l'élément essentiel, la clé de voûte de la récupération de votre argent, c'est d'avoir la preuve de l'accord de votre client sur la réalisation de la prestation faite ou de la marchandise vendue et sur le prix convenu. C'est la preuve qu'il vous faut. Alors, bien souvent, moi j'ai des clients qui me disent, maître, en fait, il est évident que j'ai réalisé la prestation parce que j'ai des échanges de mails avec mon client. Il m'a commandé telle prestation, regardez, il m'a écrit telle date, je lui ai dit que c'était possible, je la faisais pour tel prix, etc. Et donc, j'ai réalisé la prestation, je peux le prouver. Ou on me dit encore, c'était une marchandise à vendre, eh bien, écoutez, ok, ben moi j'ai ma facture, mais j'ai aussi un bon de livraison signé par mon client, donc je prouve que j'ai livré ma marchandise. Et donc, j'ai ma facture, je ne vois pas où est le problème. Et là, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Le problème, c'est qu'il faut prouver à la fois l'existence de la prestation, le périmètre de la prestation et l'accord sur le prix de vente. Et c'est très, très important et les juges sont particulièrement vigilants à ce propos. Je vous donne un exemple qui est arrivé très récemment à un de mes clients. C'est un entrepreneur dans le bâtiment. Il fait un contrat qui est assez important avec des particuliers de rénovation d'une maison d'habitation. Le devis de base est à 150 000 € hors taxe, donc c'est un chantier quand même assez important. Alors tout est bien fait, le devis est bien fait, il est détaillé, à la bonne personne, signé, devis accepté. Les travaux commencent et comme ça se passe très souvent dans ce type de contrat, eh bien, les travaux évoluent. Donc, certains travaux ne sont plus réalisés, sont abandonnés par le client, et d'autres travaux supplémentaires viennent se greffer sur les travaux qui étaient initialement prévus. Et tout se passe, on va dire, de manière parfaitement fluide. Il y a de nombreux échanges mails entre les clients qui sont sur place. Ils sont encore dans la maison, ils ont tenu à rester sur place, donc ils sont au courant de tout. Des travaux sont réalisés, des devis pour les travaux supplémentaires sont édités et envoyés aux clients, et des paiements sont réalisés par les clients sur ces devis, sur les travaux supplémentaires. Donc, on se dit que tout va bien. En tous les cas, l'entrepreneur, lui, se dit que tout va bien. Le chantier se termine. On fait une réception. Il y a quelques problèmes mineurs sur des désordres ou ce qu'on peut considérer comme des malfaçons, etc. Mais rien de très grave. Et il reste une queue de facturation de l'ordre de 50 000 € hors taxe à récupérer. Et là, ça coince. Les clients ne payent pas. Les clients ne payent pas. L'entrepreneur fait un premier courrier un peu sympa. Ça ne paye toujours pas. L'entrepreneur fait un second courrier un peu plus virulent. Ça ne paye toujours pas. Et il se retrouve dans mon bureau en me présentant le dossier. Je vois tout de suite le problème. Je vais y venir. Et j'envoie quand même un courrier recommandé assez particulier, en les mettant en demeure, avec les mentions légales de toutes les mises en demeure, de payer. Je pense qu'ils prennent conseil et ils me répondent la chose suivante. Il y a quelques désordres, donc on n'est pas tout à fait d'accord
pour vous régler. Et nous trouvons que les travaux supplémentaires sont trop chers. Cette petite phrase m'a empêché de faire une procédure sur la base de la facture pour recouvrer la facture. Pourquoi? Parce que les devis des travaux supplémentaires qui avaient été envoyés par mail aux clients et qui ont été acceptés selon mon client tacitement, puisque des paiements ont été faits, n'ont pas été signés, n'ont pas été acceptés par le client. Ce qui veut dire que j'ai la preuve de l'accord sur les prestations à réaliser, j'ai la preuve que les prestations ont bien été réalisées, mais je n'ai pas la preuve de l'accord du client sur le montant de ces prestations. Et ça m'empêche de faire une procédure rapide, efficace, pour récupérer mon argent. Je suis maintenant en procédure contre ces personnes. Je suis obligé de faire une expertise judiciaire pour chiffrer les travaux, des devis, des travaux supplémentaires qui n'ont pas été acceptés par le client. Plusieurs inconvénients à ça. Premier inconvénient, bien entendu, c'est le délai. Parce que je pars pour, au bas mot, 2 ans de procédure. Deuxième inconvénient, c'est que je ne suis absolument pas certain de récupérer mon argent. Pourquoi? Parce que les travaux vont être chiffrés par un expert qui n'aura peut-être pas la même appréhension que moi en ce qui concerne les montants des travaux. Et ce que j'ai facturé, par exemple, 100 000 €, l'expert pourra dire, eh bien, écoutez, moi, j'estime que ces travaux auraient pu être faits pour 80 000 €. Et donc, en très peu de mots, je vais perdre 20 000 € au bout d'une procédure qui m'aura pris X mois. Ajouter à ça les frais d'avocat, finalement, le client peut se retrouver à faire quitte, voire à perdre de l'argent tout en gagnant son procès. Donc, l'importance d'un devis accepté, et si vous n'avez pas de devis, d'avoir la traçabilité de l'accord du client sur la chose et sur le prix, est primordial, c'est la clé de voûte. Si vous n'avez pas ça, votre facture, ça devient un bout de papier et vous allez avoir les plus grandes difficultés pour arriver à vous faire payer. Le bon interlocuteur, ça fait partie aussi des éléments qu'il faut vérifier et dont il faut être certain. Vous pouvez parfaitement être en relation avec une personne qui, pour des raisons par exemple techniques, sera votre interlocuteur privilégié pour mettre en place votre devis, pour évaluer votre prestation, etc. Cette personne n'est pas forcément la personne qui sera habilitée à engager la société qui va contracter avec vous. Donc, il faut être très vigilant lorsque vous mentionnez le nom de la personne signataire sur le devis pour que cette personne-là soit véritablement habilitée à engager la procédure. Sinon, vous vous heurtez à une difficulté qui pourra se produire in fine lorsque vous devez vous faire payer, à savoir, eh bien, le devis n'a pas été validé par une personne habilitée. Alors, il y a plusieurs techniques pour arriver à sécuriser et avoir le bon interlocuteur et le bon signataire. La première, l'idéal, c'est d'avoir le nom, le prénom, la qualité de votre signataire du devis et avec la mention que parfaitement habilité à signer le présent devis. C'est parfois difficile à avoir. Donc, ce que je conseille, moi, à mes clients, c'est à tout le moins de prévoir dans vos devis ou dans vos échanges épistolaires avec les clients, lorsqu'ils acceptent votre prestation, c'est-à-dire, encore une fois, le détail de votre prestation et le prix, une mention de la société qui accepte votre devis avec, pour la société, son représentant légal, dûment habilité et la signature juste en dessous. Ça vous permettra, si jamais vous entrez en contentieux avec votre client, d'avoir ce qu'on appelle la théorie du mandat apparent. C'est-à-dire que vous aviez, vous, légitimement, cru que vous signiez avec une personne qui était apte à engager la société à réaliser ses travaux. Donc, ce sera exactement la même chose que si la personne est vraiment apte. C'est très important d'avoir ce type de réflexe
parce que ces éléments-là se retrouvent à la fin de votre dossier. Donc, le bon interlocuteur, le bon signataire. Le bon interlocuteur, c'est aussi la bonne personne. Vous pouvez avoir des groupes de sociétés qui viennent vous consulter, et puis vous ne savez plus très bien qui va être véritablement celui qui va vous commander les travaux. Par exemple, vous pouvez avoir dans un groupe de sociétés une société commerciale qui exploite des locaux, avec qui vous allez être en relation pour discuter des travaux que vous allez faire, etc. Mais en réalité, la personne qui va payer les travaux, qui va vous les commander et vous les payer, c'est la SCI qui est propriétaire des murs et qui loue à la société commerciale. Le problème peut encore être un peu plus complexe si les deux sociétés, SCI et société commerciale, appartiennent à une holding au-dessus qui, elle, va payer. Donc, il faut quand même être vigilant et demander, former vos personnels pour avoir le maximum d'informations, pour avoir le bon interlocuteur. Exemple concret sur un client du cabinet, c'est arrivé encore très récemment, c'est un entrepreneur dans l'étanchéité qui fait des travaux importants dans une copropriété. Donc, pareil, devis, parfait, daté, signé, accepté. Tout est nickel, les travaux sont réalisés, ils sont réceptionnés, il n'y a aucun souci. Et puis, encore une fois, c'est vraiment très courant. La queue de facture, il reste 10 000 € à payer sur un chantier à 120 000. Le client ne paye pas. Il vient me voir, je regarde le dossier et je m'aperçois tout de suite du problème. Les factures, les devis sont établis au nom du syndic de copropriété. Le problème, c'est que le client, ce n'est pas le syndic de copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires qui est une personne morale. Donc là, je suis en train d'essayer de négocier, je pense que je vais y arriver, mais si je devais engager une procédure contre le syndicat des copropriétaires et que j'avais un syndicat des copropriétaires qui était malhonnête ou mal intentionné, il pourrait me dire, mais moi, ces factures ne me concernent pas, parce que ces factures ne me sont pas adressées. Et si vous ajoutez à ça, et c'est une procédure un problème que j'ai pu constater dans ma carrière, si vous ajoutez à ça le syndic qui entre-temps a été viré parce qu'il était, on va dire, très peu professionnel, vous avez un nouveau syndic qui va représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure que vous allez engager et qui va dire, mais moi, cette facture, je ne connais pas. Et donc, c'est important d'avoir le bon interlocuteur et de s'assurer de ça. C'est un travail en amont. Il faut former les gens pour qu'ils aient les bons réflexes, que vous ayez les bons réflexes en amont pour être certain d'avoir in fine la bonne personne en face. Vous avez ensuite la question de la date du devis ou de la date de l'engagement du client. Alors, je passe sur les cas où la date n'est pas mentionnée, où la date est une erreur parce que c'est un copier-coller d'un devis précédent. Donc ça, il faut être très vigilant et ça arrive très souvent. Et ce n'est pas sans incidence. Donc, il faut vraiment vérifier, il faut avoir des points de vérification comme ça en interne pour que le devis, lorsqu'il part, il soit daté correctement. Parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, une date inscrite sur un document et un fortiori sur un contrat ou sur une proposition de contrat, ça fait courir des délais. Et donc, il faut que cette date soit certifiée, il faut qu'on soit certain de la date. Et vous avez une particularité j'attire votre attention là-dessus, lorsque les ventes sont réalisées à distance. Lorsque les ventes sont réalisées à distance et à des particuliers, donc c'est lorsque l'on est sur le B2C, vous êtes sous les règles du code de la consommation, qui sont toutes très largement en faveur du consommateur. C'est une relation qui est considérée par le législateur comme étant une relation déséquilibrée, professionnelle, profane. Donc, la législation est en sa faveur. Donc, c'est à vous à faire en sorte que les documents contractuels soient au carré. Dans le cas d'une vente à distance, le client a un droit de rétractation de 14 jours. Ce qui veut dire que quand vous faites un devis, s'il accepte son devis, court un délai de 14 jours pendant lequel il a le droit de vous dire finalement j'ai changé d'avis, je ne veux plus
vous achetez cette chose, je ne veux plus réaliser ces prestations. Si votre date est fausse, ou s'il n'y a pas de date, le délai de 14 jours ne court jamais. Le délai ne commence pas. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver dans un cas où 3-4 mois après, le client vous dit finalement, j'ai changé d'avis et j'exerce mon droit de rétractation. Et vous ne pourrez pas juridiquement lui dire, mais non, c'est trop tard. Parce que le délai n'a jamais couru. Et je vous garantis qu'en justice, ça marche. Donc, il faut être vraiment très vigilant d'avoir la bonne date. Je profite, puisque je suis sur la question de la vente à distance, pour attirer votre attention sur un élément, c'est que, là encore, vous l'avez compris, on est toujours confronté à des problèmes de preuve. C'est pour ça que j'insiste sur sécuriser la relation en amont. Dans le cas d'une vente à distance, la date du devis ne suffit pas. Il faut que vous donniez l'information à votre client qu'il a le droit de se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la réception du devis. Mais donner l'information ne suffit pas. Il faut que vous soyez en mesure de prouver que vous avez donné l'information. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un document signé de votre client ou un mail de votre client qui accuse réception de cette information-là, le délai de 14 jours se transforme en application des règles du Code de la consommation en un délai de 12 mois. Donc, ce qui veut dire que, dans l'absolu, 6 mois, 7 mois après, vous avez et j'ai le cas, un client récalcitrant qui finalement ne veut plus faire des travaux importants. Je l'ai pour l'achat d'une véranda. Mon client a acheté le matériel pour fabriquer la véranda. Il n'est pas en mesure aujourd'hui de prouver que l'information sur le droit de rétractation a été donnée à son client. Je suis à 4 mois de l'impact, à 4 mois de la vente. Je suis obligé d'accepter la rétractation du client et, cerise sur le gâteau, je rends la compte. Donc, c'est la triple peine. Je perds le marché, je rends la compte et en plus, il me reste sur les bras la marchandise que j'ai achetée à mon fournisseur pour réaliser la véranda. Donc, c'est très très important de bien valider la date sur les devis ou sur les actes d'engagement de votre client. Vous avez ensuite la durée de validité du devis. Très très important. Très très important parce que le devis, il faut avoir en tête que même non signé par vous, lorsque vous adressez un devis à un client, juridiquement, c'est considéré comme une offre de contracter. C'est une promesse de contracter. Ce qui veut dire que cette promesse va se réaliser en fonction de la réaction de votre client. S'il accepte, le contrat se forme. S'il ne dit rien, ou s'il refuse a fortiori, le contrat ne se forme pas. Le problème, c'est que si vous ne donnez pas de durée de validité à votre devis, il peut accepter un peu quand il veut. Il peut accepter un peu quand il veut, et ça peut être très gênant lorsque l'acceptation arrive tardivement et que, par exemple, le coût de la matière première a évolué et que finalement votre devis n'est plus du tout d'actualité et vous allez perdre de l'argent si vous réalisez les travaux en exécutant ce devis qui date de plusieurs mois. Donc, il faut être très très vigilant et il faut mettre toujours une mention sur les devis en disant le présent devis est valable pour une durée de X jours à compter de sa date d'émission. Ça, c'est parfait, ça suffit à vous couvrir et le devis devient caduc automatiquement. Et puis après, vous pouvez mettre des mentions commerciales en disant passez ce délai, vous revenez vers nous, etc. On vous refera une offre, mais que ce soit bien clair que le devis, à compter d'une certaine date, tombe et caduc et le client ne pourra pas s'en prévaloir. La signature, bon, je n'y reviens pas, la signature du devis, effectivement, il faut qu'elle soit présente sur le devis, donc c'est un point absolument à valider. Et encore une fois, si vous n'avez pas un devis, il faut que vous ayez, encore une fois, la preuve matérielle, incontestable, que le client a accepté vos conditions d'intervention, en ce compris le montant de votre intervention. Sans ça, tout votre édifice risque de s'écrouler in fine. Donc, c'est vraiment la clé de voûte. Donc ça, c'est très très important
d'être vigilant par rapport à ça. Et un des moyens qui vous permet aussi d'avoir un niveau de vigilance constant, c'est d'établir des conditions générales de vente en précisant les modalités qui sont importantes pour vous. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir des conditions générales de vente à la Amazon ou à la FNAC qui n'en finissent plus, etc. Des petites conditions générales de vente suffisent pour vous couvrir et pour vous permettre d'avoir, on va dire, un certain nombre de garanties. Et il y a quelques clauses qui me paraissent importantes à mentionner, au premier rang desquelles figurent les modalités de paiement. C'est très important de les mentionner. Les pénalités de retard, si vous avez, le sort des acomptes ou des ARS, si vous en prenez. Vos conditions de livraison et d'exécution, c'est très important. Conditions de livraison, notamment, il peut y avoir, je l'ai très souvent vu, des problèmes sur les lieux de livraison. Vous signez un devis avec un lieu de livraison et puis avec on va dire simplement le siège social de la société qui est mentionné. Et en fait, la société avec qui vous contractez attend la marchandise dans un entrepôt qui n'est pas du tout dans le même secteur géographique, ce qui vous change complètement, on va dire, l'équilibre financier de votre contrat. Donc tout ça, il faut le mentionner et vous pouvez vous prémunir contre ces petits couacs par l'édition de conditions générales de vente. Les modalités de règlement du litige aussi, ça peut être intéressant de les mentionner. Par exemple, et ça peut être vraiment utile, en établissant une médiation obligatoire, c'est-à-dire d'éviter que votre client soit en mesure de passer directement par une procédure et de le contraindre à venir à la table des négociations. Après, s'il y a un échec, on tombe toujours sur la procédure, mais ça peut être utile dans les conditions générales de vente d'indiquer si jamais il y a un souci sur le contrat, on prévoit d'abord une phase amiable qu'on encadre dans le temps, mais qui permet peut-être de dénouer des situations. Donc c'est quelque chose qui est très important. Vous avez dans les conditions générales de vente toute une série de mesures qui vous permettent de sécuriser en amont votre dossier. Donc, c'est bête de s'en priver parce qu'encore une fois, les conditions générales de vente, ce n'est pas forcément 15 pages, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué, ça peut être quelques clauses, mais ça peut être très, très utile. Si vous arrivez à les rendre opposables à votre client. On retombe toujours sur cette rigueur dans la préparation de vos dossiers, c'est-à-dire que la clause, les conditions générales de vente qui sont indiquées quelque part sur vos documents contractuels, quelque part sur votre site internet, vous pouvez les mettre à la poubelle. Les conditions générales de vente, pour qu'elles aient une valeur contractuelle, il faut qu'elles soient acceptées par votre client pour qu'elles leur soient opposables. Ça signifie qu'elles doivent faire partie intégrante du contrat, ça signifie que vous devez avoir la preuve que vous avez remis ces conditions générales de vente à votre client. Donc, si vous les mettez au dos des devis, il faut prévoir un paraphe ou une signature au dos des devis. Il faut avoir la preuve que ces conditions de vente ont été remises. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code de la consommation, c'est l'article 111.1 du Code de la consommation qui vous dit que lorsqu'on est dans une relation B2C, professionnel-particulier, professionnel-commerçant, eh bien, la remise des conditions générales de vente est obligatoire. À défaut, les conditions générales de vente n'ont aucune valeur juridique. Donc, il faut non seulement les remettre, mais prouver qu'on les a remises et qu'elles ont été acceptées. Alors, accepter, c'est juste accuser l'exception de la remise des conditions générales de vente. Entre professionnels, dans la relation B2B, c'est un petit peu différent. Et c'est l'article 441.1 du Code de commerce qui régit cette relation et qui vous dit que la remise des conditions générales de vente, elle n'est obligatoire que si on vous les demande. Alors, si votre co-contractant vous les demande, vous êtes obligé de lui donner. Mon conseil, moi, c'est que quel que soit votre interlocuteur, préparez vos dossiers,
préparez votre processus de façon à ce que dans votre processus de facturation, dans votre processus pour arriver à la facture, vous avez à un moment donné la remise des conditions générales de vente et la preuve de cette remise. Dans tous les cas, comme ça, le problème est réglé. Alors après, les modalités, peu importe, remise en main propre, signature des conditions générales de vente, mail avec accusé de réception, peu importe. L'important, c'est que vous soyez en mesure de prouver que les conditions générales de vente ont été remises au client qui ne pourra feindre de les ignorer lorsqu'un problème se posera, si un problème se pose. Maître Mamélie, avant qu'on enchaîne sur la facture, je vais peut-être, on a 4 questions sur cette première partie. Est-ce qu'il faut que tous les plans annexés au devis soient également paraphés et ou signés pour valider le devis dans sa globalité? Tous les plans, c'est-à-dire les plans, s'il y a des… Si on a, je pense qu'on est sur une entreprise du bâtiment qui élabore un devis dans lequel il y a des plans, par exemple de la maison ou des travaux à réaliser. Oui. Est-ce qu'il est préférable de faire valider les plans, de les faire parapher, signer avec le devis? Oui. Alors, le devis, plus il est complet, mieux c'est. Plus il est complet, mieux c'est. Si vous avez, c'est juste un petit souci d'écran, voilà. Plus il est complet, mieux c'est. Alors après, on ne peut pas non plus faire des devis qui soient, je dirais, à géométrie infinie, mais vous avez, je me suis retrouvé, je ne vous voyais plus, c'était un petit peu. Non, alors après, si vous voulez, ça peut être des annexes au devis. Ça peut être des annexes au devis. L'important, c'est d'avoir un dossier complet. Le devis peut faire référence à des annexes. Les plans peuvent être annexés, etc. L'important, c'est que l'on puisse s'y retrouver. L'idée, c'est d'avoir… Pardon ? Faire parapher les annexes, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Faire parapher les annexes. Voilà, on peut faire parapher les annexes. L'idée, c'est d'arriver à avoir la preuve que le client a eu une connaissance parfaite de la dimension, de la proportion de votre prestation, de tous les détails de votre prestation. Le devis, plus il est détaillé, mieux c'est. Si vous avez des annexes, des plans, etc., oui, il faut les signer. Mais là, quand on est dans le bâtiment, par exemple, c'est un contrat que vous faites. C'est plus après, vous avez un devis qui est détaillé, à la limite, voilà. Mais derrière, vous sanctionnez votre devis par un contrat. Et là, pour le coup, vous reprenez tous les éléments d'engagement de votre client. Et là, vous intégrez en annexe les plans, etc. Mais il y a plein de précisions à avoir. Les qualités des matériaux, quand vous êtes sur du premier prix, ce n'est pas pareil que si vous êtes sur du haut de gamme, etc. Il y a tout un tas. Plus vous avez de précision dans un devis, mieux c'est. Et l'important, c'est surtout d'avoir la preuve que ça a été communiqué et que ça a été accepté. C'est ça le nœud du problème. Parce que après, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand vous avez après en face de vous un client qui va être de mauvaise foi, qui va être un mauvais payeur, il va chercher tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas vous relever la facture. Vous préparez un devis et vous ne spécifiez pas par exemple la qualité des huisseries que vous allez mettre, eh bien, il peut y avoir un problème par la suite et il va vous dire, moi, je n'étais pas d'accord pour ça et quand j'ai vu le prix, je pensais que c'était une bien meilleure gamme que ce que vous m'avez livré. Donc, oui, il faut être vigilant là-dessus. Les plans, les maîtres, c'est très important quand vous faites des tarifs où où les tarifs dépendent de la quantité de ce que vous livrez. C'est très important de le mentionner, voire de faire, je dirais, signer au fur et à mesure, mais on va y venir à ça, hein, de faire signer au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux ce que vous avez réalisé. Mais oui, le plus de détails, le plus de précision que vous donnez, mieux c'est. Justement, sur l'accord, est-ce qu'un bon
pour accord par mail pour valider un devis est valable ou est-ce qu'il faut vraiment avoir le devis signé? Alors, Vous l'idéal, m'envoyez un devis, je vous renvoie un mail en vous disant bon pour accord, est-ce que ça suffit? non, non, ça ne suffit pas. Si vous m'envoyez ça, alors, j'allais dire, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres et ça va dépendre de tous les éléments que l'on va avoir, tous les éléments périphériques que l'on va avoir, et notamment dans le cas de figure que vous m'annoncez, si par exemple je suis en mesure d'établir que vous ne pouvez pas parler d'autre chose que du devis numéro un tel, etc., je serai bon. Si je ne suis pas en mesure de le prouver ou s'il y a un doute, par exemple si plusieurs devis ont été établis, que finalement on en choisit un, l'idéal, c'est d'avoir le devis signé. Donc, même dans ce cas de figure-là, commercialement, il est parfois difficile d'avoir, je dirais, d'exiger des écrits tout de suite. Je pense qu'il faut avoir dans le processus de constitution du dossier qui va vous amener à la facturation, je pense qu'il faut avoir toujours la case obtenir un devis signé. Même si vous avez le bon pour accord, etc., vous répondez au client, j'ai pris bonne note de votre accord sur le devis numéro un tel, etc., de montant, de temps, etc. Donc, vous reprenez les termes du devis dans votre accord. Ça va sceller un peu plus votre relation contractuelle. Mais je terminerai toujours, moi, ce mail par, pour la bonne tenue de mon dossier, merci de bien vouloir m'adresser le devis signé. Après, que vous l'ayez par mail et pas en papier, ce n'est pas très grave, mais que vous ayez quand même le devis signé à votre dossier. Un bon dossier, c'est avoir de facturation, c'est avoir un devis signé entre les mains. Des éléments disparates, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Mais vous comprenez bien que c'est tout de suite la porte ouverte à certaines contestations. J'ai un devis signé, il n'y a pas de contestation possible, les prestations sont détaillées, il n'y a pas de contestation possible, les plans, les maîtres sont annexés à mon devis, sont paraphés par le client, il n'y a pas de contestation possible. Donc, le Graal, c'est ça. Après, on fait comme on peut en fonction des relations commerciales et des rapports de confiance que l'on a aussi avec le client. C'est difficile, parfois, on a des clients au long cours, d'être exigeants comme si c'était un premier contact. Bon, il y a une relation de confiance qui s'instaure, etc. Mais quand même, dans le processus de constitution de votre dossier, à un moment donné, c'est bien d'avoir ça. Si vous ne l'avez pas tout de suite, ce n'est pas grave, mais d'insister pour avoir ce devis. Il n'y a pas de raison que le client, au bout d'un moment, ne vous le fournisse pas. Dernière question. Quand nous sommes en relation B2B, quelles sont les conditions générales qui prévalent entre celles de l'acheteur et celles du vendeur? Alors ça, c'est la grande question. Il n'y a pas véritablement de réponse à cette question. L'idée, c'est de mettre dans votre relation que vos conditions générales de vente prévalent. Il faut l'écrire en disant que c'est celle qui compte. Et comme ce sont des conditions générales de vente, a priori, ce sont celles du vendeur et pas celles de l'acquéreur qui doivent prévaloir. C'est vos conditions de vente. Mais ça se discute. Et c'est une très bonne question parce qu'il faut quand même, dans les contrats très importants, jeter un œil sur les conditions générales de vente de votre interlocuteur pour vérifier si sur des points cruciaux qui pourraient, je dirais, entraîner un déséquilibre financier du contrat, s'il n'y a pas de contradiction entre les deux conditions générales de vente, et purger le problème en amont. Alors, effectivement, c'est important. Mais a priori, moi, je dirais, ce sont les conditions générales de vente du vendeur qui prévalent parce que vous vendez à certaines conditions, vous faites une offre et votre client en B2B, il est censé accepter votre offre à vos conditions. S'il refuse vos conditions de vente, c'est à lui de vous le dire et c'est à lui de vous le préciser. D'où l'importance de ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les relations B2B, légalement, vous n'êtes pas tenu
de délivrer vos conditions générales de vente. Si vous ne le faites pas, le problème aura une acuité particulière dans le cas de figure que vous me signalez. En revanche, si vous indiquez et si vous notifiez à votre client professionnel vos conditions générales de vente, il ne pourra pas feindre de l'ignorer. Vous lui avez dit, voilà mon offre et voilà quelles conditions l'offre est formulée. C'est un professionnel. Si ces conditions ne lui conviennent pas, il doit vous le dire. Voilà. Alors juste, je fais un petit aparté parce qu'on a oublié de préciser en introduction de cette webconférence qu'on ne traitait aujourd'hui que les questions des relations entre entreprises de droit privé. Et, on n'aborde absolument pas la question des marchés publics. Ah non, voilà, ça mérite d'être précisé. Et donc, en fait, on a passé un peu de temps sur la première phase de prévenir, et on va voir la deuxième phase de prévenir sur la délivrance d'une facture incontestable. Et en fait, si on a souhaité, avec Maître Mamélie, passer un peu de temps sur cette étape, c'est que au moment où vous vous posez la question de comment je vais recouvrer ma créance, si ces étapes préalables ne sont pas accomplies, en fait, le recouvrement, il ne se fera pas ou il se fera difficilement. Et c'est pour ça qu'on passe vraiment du temps sur cette partie de prévenir, parce que c'est le succès de votre recouvrement de créance, il passe d'abord par la façon dont vous avez préparé votre dossier, dans la façon dont vous avez négocié votre relation commerciale, dans la mesure où vous avez sécurisé votre relation commerciale. Je vous relaisse la parole, Maître. C'est exactement ça, et ça peut se résumer en une phrase. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Donc, c'est-à-dire que vous devez préparer votre dossier de facturation comme si vous alliez avoir un contentieux. Et toute cette préparation vous permettra d'avoir une facture qui sera incontestable et vous permettra de rentrer, je dirais, dans la procédure de recouvrement de créances par la grande porte avec on va dire, le maximum de chances d'aboutir rapidement. Donc, cette préparation, elle est vraiment primordiale au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elle est première dans l'ordre. Une bonne facture, c'est pas simplement, on va voir comment faire une facture, mais une bonne facture, c'est pas simplement d'avoir toutes les mentions obligatoires. Une bonne facture, c'est un document qui vient sanctionner tout un processus de facturation et qui vient le cristalliser à un moment T. Et c'est ça une bonne facture. Donc effectivement, cette préparation, elle est très importante, elle est primordiale. Alors la facture, je vais passer assez vite, les factures. Alors là encore, les mentions obligatoires, je ne parle pas des mentions obligatoires qui sont exigées par le Code général des impôts pour que la facture soit considérée comme valable. Je vous parle des mentions que vous devez mettre dans votre facture pour que votre client, éventuellement récalcitrant, ne puisse pas s'en tirer en bon compte par une erreur de plume ou une mention manquante. Donc, le numéro de facture, c'est important. Le numéro de facture, c'est important. Il faut que les factures soient établies sur une numérotation chronologique et continue. C'est très bien pour s'y retrouver. Le nom des parties, c'est ce que je vous disais pour le devis, c'est pareil. Il faut s'assurer qu'on facture la bonne personne. Je fais une petite parenthèse. Après, je vais être peut-être trop long, Nathalie, surtout que chaque fois je fais des. Mais je me vient plein de dossiers en tête. Quand je vous dis le nom des parties, c'est très important. Très souvent, ça arrive souvent qu'on vous demande en bout de contrat de changer le nom du client. Vous avez un devis qui est établi pour la société X, commandé par la société X, et puis finalement, on vous dit, écoutez, faites-moi passer ça sur la société Y. Et vous faites votre facture in fine sur la société Y. Alors, si c'est un client avec qui vous avez entièrement confiance et que tout se passe bien, etc., pas de problème. Si vous avez un problème après pour la récupération de la facture, vous ne serez pas en mesure d'établir votre devis, votre facture, elle pourra partir au panier. Donc, il faut être très, très vigilant. Si vous souhaitez le faire pour des raisons commerciales, etc., je pense qu'il faut vous rendre des services à votre client. Donc, je pense qu'il faut exiger de lui la resignature de tous les documents initiaux, devis, bon de commande, etc., avec la bonne en tête.
C'est le meilleur réflexe à avoir. Ensuite, vous avez la date de la facture. Alors, pardon, la date de la vente, et de la prestation, il faut le mentionner. La quantité, la dénomination précise des prestations, les prix unitaires, le bon taux de TVA, etc. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une facture qui est le plus détaillée possible. Évitez à tout prix, je vous en supplie, les appellations maison, les codes internes, etc. Il faut toujours penser, lorsque vous établissez vos documents contractuels, en ce compris votre facture, il faut toujours penser à établir un document qui soit lisible et compréhensible par un tiers à la relation commerciale. C'est très, très important. Parce que, bon, moi j'ai vu des appellations, impossible à s'y retrouver. Et alors, pour prouver une prestation, si vous devez, à chaque ligne de facture, de communiquer une dizaine de pages de documents pour prouver de quoi on parle, vous n'en sortez pas. Et ça fait partie des choses dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont complexifier à souhait votre tentative de recouvrement et rendre un dossier qui devrait être simple, particulièrement inexplicable et dans lequel on ne se retrouvera pas. Donc, il faut que la facture, elle soit le plus lisible possible, et pas simplement pour vous ou pour votre client, le plus lisible possible pour un tiers, et j'entends par là, pour un magistrat qui prendrait votre et qui dirait, bon, de quoi on parle? Si on me parle du produit numéro tant, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Il faut être le plus précis possible. La mention des délais et des pénalités, des délais de paiement et des pénalités de paiement, elle peut être dans les conditions générales de vente. Ça ne mange pas de pain de les rajouter sur la facture. C'est très bien, comme ça les choses sont claires. Vous avez une petite mention aussi qui ne mange pas de pain, c'est l'indemnité forfaitaire de 40 €. C'est bien de les demander, de l'indiquer. C'est l'article D441.5 du Code de commerce. Cette mention, elle est obligatoire entre professionnels. Dans les relations B2B, elle est obligatoire. Elle ne l'est pas dans les relations B2C, mais vous pouvez la mettre. Et donc, vous pouvez imposer cette pénalité de 40 €. Si vous arrivez au niveau judiciaire, eh bien, 40 €, vous les prenez. Mais ça peut payer autre chose, des frais d'huissier, un parti, des frais. C'est important d'avoir cette mention. Et enfin, dernier élément pour avoir une facture qui soit incontestable le plus possible, c'est d'essayer de faire coïncider votre facture avec votre devis s'il y en a un. C'est important de reprendre les mêmes postes de facturation que ceux pris dans le devis, de faire référence au numéro du devis, à la date du devis, devis numéro temps, en date du temps, accepté à telle date. Si vous pouvez, dans votre processus, intégrer ce genre de réflexe, c'est très bien parce que ça évite d'avoir des soucis. Et même si vous reprenez un poste de devis qui a été abandonné entre-temps, on le mentionne, poste un tel, abandonné par le client, mais que la facture corresponde. Vous comprendrez pourquoi à la fin, pourquoi c'est très très important. Mais voilà, ça fait partie des éléments qui évitent de prêter le flanc à la critique et de permettre à vos clients récalcitrants de s'en sortir à bon compte. Donc, une facture bien faite, c'est tous ces éléments, elle correspond à un devis, vous l'envoyez, vous la signez, et il faut avoir, bien entendu, la preuve de l'envoi de cette facture-là. C'est comme les conditions générales de vente, c'est comme le devis, c'est toujours pareil. Il faut avoir dans l'idée, quand vous préparez vos dossiers, de la traçabilité de ce que vous faites et de la capacité que votre entreprise va avoir de prouver ce que vous avez fait à un juge si jamais vous êtes obligé de passer devant un juge. Quand facturer, la question se pose et vous allez voir, elle n'est pas nécessairement anodine. Légalement, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès que la prestation est réalisée. Prestation ou que la vente a été faite.
Et ça, c'est un article du Code du commerce, c'est l'article L441-9 du Code du commerce, alinéa 1er, qui vous le dit. Ça veut dire qu'on ne facture pas juridiquement quand on veut, mais on facture au moment où l'obligation qui vous incombe a été remplie. Alors, vous me direz, les clients ne vont pas se plaindre si on les facture plus tard. C'est souvent ce que j'entends. Non, c'est vrai. Et ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, de facturer rapidement, c'est que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de votre facture, globalement c'est 5 ans la prescription, ça peut être plus court, on va dire le délai de droit commun c'est 5 ans. Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement court non pas à la date réelle de la facturation, mais à la date à laquelle la facture aurait dû être émise. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que vous pouvez vous retrouver, si vous agissez trop tard, avec une prescription alors que vous l'ignorez totalement. Vous facturez une prestation avec 6 mois de retard, vous ne repoussez pas de 6 mois dès la prescription. Vous perdez 6 mois dans votre possibilité d'agir. Et donc, vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous avez facturé trop tard. Donc, la gestion de la facturation, y compris jusqu'à la date de facturation, il faut être très, très vigilant et il faut donc essayer de facturer le plus rapidement possible lorsque la prestation a été réalisée. Ce qui pose la question, j'y viendrai, c'est maintenant la question des factures uniques ou de la facture intermédiaire, ou des factures intermédiaires. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, bien sûr, la facture unique, si vous avez une intervention ponctuelle, immédiate, une seule vente, etc., c'est une facture unique. Mais si vous avez des contrats à exécution successive, des diligences qui sont étalées dans le temps, ou dans les contrats de bâtiment, c'est très courant, je préconise toujours l'édition de factures intermédiaires. Parce que vous sécurisez votre trésorerie et vous calquez votre facturation sur ce qu'on appelle des recettes provisoires, sur des réceptions que vous faites au fil de l'eau. L'exemple type, c'est quand vous avez, par exemple, dans le bâtiment, un chantier de construction gros œuvre. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mes clients. Je leur dis toujours, quand vous faites votre chantier est phasable. Donc, par phase, vous faites une réception et une facture. Ça arrête les délais et ça vous permet de valider ce que vous avez fait. Et ça fait courir les délais, y compris pour votre client, de venir vous chercher en responsabilité. Donc, c'est très important de faire ce genre d'avoir ce type de précaution, de réflexe. Vous coulez une fondation, la fondation est faite, vous faites venir le client, la fondation est réalisée, on constate que la fondation est réalisée, je facture ma fondation et je passe à autre chose. Et cette partie-là du chantier, elle devient autonome. Même si le chantier ne se termine pas, même s'il y a un problème par la suite, cette prestation-là, elle vous est due. Ça vous évite de faire courir le risque sur l'intégralité de votre prestation et sur l'intégralité de votre facturation. Petite parenthèse sur les bons réflexes à avoir, quand je vous disais qu'il faut prouver la réalité de la prestation, c'est bien dans ce type de dossier, notamment sur les constructions, de faire un reportage photographique de ce que vous faites. Ça paraît on va dire, un peu ubuesque, mais je vous garantis que j'ai désamorcé et j'ai coupé court à toute discussion dans de nombreux dossiers en construction grâce aux dossiers photographiques que j'avais. Je vous donne un exemple. Dans votre cahier des charges, vous devez faire des fondations de 50 cm de profondeur. Quand votre fondation est créée, vous prenez un mètre, vous mesurez votre fondation, vous prenez une photo à plusieurs endroits. Vous avez la preuve que votre fondation a fait 50 cm. Vous devez ferrailler votre fondation. Vous prenez la preuve, vous prenez des photos quand le ferraillage est fait. Vous avez un reportage photo, votre ferraillage est fait, vous avez les dimensions du ferraillage, vous avez la liaison des ferraillages aux intersections,
on ne pourra pas revenir dessus. Vous devez vibrer votre béton. Vous prenez une belle photo de votre ouvrier avec son outil dans les mains, en train de vibrer le béton, et vous le mettez dans votre dossier. On s'en servira peut-être jamais, mais si jamais vous êtes en expertise sur la qualité de votre travail, on évitera d'avoir à faire des démolitions pour voir si vous avez bien rempli votre office, parce que vous aurez un dossier qui est bien documenté. Donc, c'est toujours dans cet état d'esprit qu'il faut avancer dans le dossier. Et plus le dossier est important, plus les montants sont importants, plus les précautions doivent être importantes également. Donc, les factures intermédiaires, c'est très important. Elles correspondent à une étape quand votre prestation est phasable, à une phase, et c'est très important de le faire. La conservation des factures. Alors, pardon, la notion de date certaine, bon, j'y reviens pas, c'est pareil, peu importe la façon dont vous vous y prenez, l'important c'est de prouver à quelle date la facture a été faite et à quelle date vous l'avez envoyée. Donc, LRAR, c'est très bien, on ne peut pas toujours le faire, mais ça peut être une remise contre des charges et datée, ça peut être des mails eurodatés, un dépôt sur une plateforme dématérialisée, peu importe, je vais dire, le chemin que vous prenez, l'idée est que vous n'ayez pas de contestation possible sur la date de votre facture et sur la date à laquelle votre facture a été remise à votre client. Ça fait courir des délais, c'est très important. La conservation de la facture. La conservation de la facture, je vais aller très vite. Vous avez des articles de loi qui sont différents. Vous avez certains qui vous disent que la facture doit être conservée 3 ans, c'est le Code du commerce. Le fisc vous dit que ça doit être conservé 6 ans. Et vous avez un article du Code du commerce, qui est l'article 123-22, qui vous dit que les documents comptables et les pièces justificatifs, dont selon moi font partie, bien évidemment, les factures, doivent être conservés 10 ans. Bon, ma politique, elle est très simple. Quand j'ai plusieurs délais de prescription, je prends le plus long et je conserve et j'applique le plus long. Donc, 10 ans de facturation, c'est, si vous voulez être certain de ne pas avoir de problème, c'est l'idéal. Donc, on a fini la phase de préparation. Si vous avez respecté toute cette phase, vous aboutissez avec l'accord de votre client sur votre prestation, les détails de votre prestation, vos conditions de paiement, les modalités de paiement. Vous avez l'accord de votre client sur le prix auquel vous avez vendu votre prestation. Vous avez une facture qui vient synthétiser tout ça. Vous avez la preuve que vous avez envoyé la facture et cette facture est conforme à ce que vous avez réalisé. Donc, vous avez un dossier qui est carré. Bien que votre travail n'est pas terminé. Votre travail n'est pas terminé parce que vous devez ensuite organiser le suivi de votre facturation et organiser le suivi du recouvrement de vos factures. L'idéal, c'est d'avoir, alors on ne peut pas toujours le faire, mais c'est d'avoir une personne dédiée, ou en tous les cas de former une personne, même si elle n'est pas dédiée qu'à ça, de former une personne à un processus bien déterminé en interne qui vous convienne, de sorte que le processus soit toujours le même et que vous n'ayez pas de réflexion ou d'hésitation dans le cadre de la gestion de votre facturation et du suivi de votre facturation et du recouvrement de vos factures. Il y a des outils qui sont très pratiques au niveau informatique aujourd'hui qui permettent de le faire sans aucune difficulté et à moindre coût. Il faut ressortir les dossiers à une date précise après l'émission et l'envoi de la facture. C'est très important. Il faut avoir un calendrier. Vous émettez une facture, vous établissez votre politique de recouvrement de vos factures et vous dites à votre secrétaire ou à la personne que vous aurez désignée pour faire ce travail-là, les factures émises, envoyées, vous les sortez à 30 jours, à 45 jours, peu importe, vous sortez la facture. Et vous vérifiez le paiement. Si le paiement n'est pas effectué, même si vous préférez l'appeler pour dire qu'est-ce qui se passe, monsieur, la facture, etc., vous pouvez le faire, mais je vous conseille quand même de sanctionner cette étape-là par un courrier de relance amiable. Alors, pour ne pas froisser les clients, on ne va pas d'emblée passer par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, certes, mais un courrier traçable. Donc, un mail avec accusé de réception, de rappel en disant
ma facture, le règlement. S'il vous plaît, merci. Vous le mettez dans votre dossier et vous l'avez. On s'en servira peut-être jamais, mais vous avez ce document-là qui est une phase amiable et qui judiciairement pourra avoir son importance. Pareil, à ce moment-là, à cette phase, vous faites ressortir le dossier automatiquement à un délai que vous avez prédéterminé. Je fais ma première relance à 45 jours, le dossier ressort automatiquement 15 jours après. C'est un exemple. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, ça dépend de vos prestations, ça dépend de votre politique commerciale, ça dépend de votre politique de facturation. Mais l'important, c'est que ce soit fait de manière régulière et que vous n'ayez pas, que la personne qui soit en charge de ça n'a pas à réfléchir, le dossier sort automatiquement. Le dossier n'est pas payé, la facture n'est pas soldée. Ce que je vous conseille, on est à la deuxième phase, c'est une mise en demeure. Mise en demeure au commandaire. Il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, commercialement, on peut me dire oui, mais attention, c'est quand même difficile, dès la seconde relance, de passer par une mise en demeure. C'est vrai, mais je vous garantis que toutes les largesses que vous allez appliquer dans cette relation commerciale aujourd'hui, vous allez les payer au centuple dans le cadre d'un contentieux, si contentieux. Donc, moi, la méthode que j'ai trouvée et que j'applique et que je demande à mes clients d'appliquer, c'est une petite phrase que je mets en fin de mise en demeure, où j'explique que la mise en demeure part de manière automatique, que si d'autres accords ont été prévus entre la direction et le client, ou si le paiement est intervenu entre-temps, qu'ils ne tiennent pas compte de la mise en demeure. Comme ça, vous ne froissez pas le client. Si vous appelle, pareil, c'est le même discours concert. La mise en demeure, monsieur, elle part automatiquement. Oui, je vous ai dit que vous avez jusqu'à telle date pour me payer. Vous inquiétez pas, mettez-la au panier, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Moi, ce que je dis à mes clients, la mise en demeure, vous l'avez, elle est dans le dossier. Elle fait courir des délais et elle vous sera peut-être très utile. Donc, il ne faut pas hésiter pour la faire. Et pareil, dans la mise en demeure, vous mettez un délai précis que vous raccourcissez. Le délai, il faut toujours le raccourcir. On ne donne pas des délais infinis, donc il faut toujours raccourcir. Mise en demeure, si vous avez donné 15 jours dans le cadre de la phase amiable, vous en donnez 8 dans le cadre de la mise en demeure. Et il faut ressortir le dossier à la date prévue. Les délais, toute la mansuétude dont vous allez faire preuve, elle vous sera reprochée plus tard. Et même, je dirais même que dans l'esprit des juges, on va avoir cette notion de humaine. Si je vous marche sur le pied et que ça fait mal, vous n'attendez pas 2 ans pour me dire aïe. Donc, si la facture est importante pour vous, vous réagissez promptement. Donc, plus le délai sera long, moins le juge sera enclin à dire bon, c'est très grave pour la société. Donc, il faut avoir une très grande rigueur dans l'organisation interne de votre recouvrement. Et donc, vous sortez le dossier. Et là se pose la question cruciale de qu'est-ce que je fais. J'ai ma mise en demeure qui est partie, le délai est fini, je n'ai toujours pas le paiement. Se pose la question, j'y vais pas. Je fais une procédure, je ne fais pas une procédure. Et dans ce cadre-là, le montant de la facture est souvent crucial. Facture de 1 000 €, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir un avocat, je vais lui serrer la main, il va me demander 500 €. Il va étudier le dossier. Au final, ça va me coûter 800 €. Ça va me prendre 2 ans. Je vais avoir quelques frais. Le client, s'il me paye 1 000 €, j'aurais gagné 100, 200 € pour tout ça. Ça ne vaut pas la peine. Je laisse tomber. Donc, c'est dommage. Ça peut être aussi le tribunal est éloigné. Moi, je vends dans toute la France. Donc, ma facture, en fait, si je dois la récupérer, il faut que j'aille chercher mon argent au tribunal judiciaire de Rennes. Ma société elle est dans le Var. Je ne connais pas d'avocat là-bas. C'est pas possible. Donc, bon, je renonce à la facture. Donc, bien souvent, ce que j'ai constaté, c'est que les entreprises poursuivent dans le recouvrement de créances lorsque la facture atteint un certain niveau et que le jeu en vaut la chandelle. Et au final, à la fin de l'année, on se retrouve avec un petit matelas de petites factures ou de peu de factures qui sont toutes d'un montant assez modeste,
mais qui, au global, font des sommes qui peuvent parfois être importantes et on se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce que j'ai vu très souvent, c'est que finalement, on cède ses créances à des sociétés de recouvrement qui vont vous les racheter pour 10-15%, vous récupérez un peu d'argent et puis c'est fini et vous ne reverrez jamais la couleur de votre argent. Et c'est dommage parce qu'il existe justement des procédures qui sont une procédure qui est très utile, qui est la procédure d'injonction de payer, qu'on appelle une procédure d'injonction de payer, qui est une procédure rapide, efficace, et je ne l'ai pas marqué dans le titre, c'est une procédure qui est peu onéreuse. Alors, j'ai indiqué dans le sous-titre, ce n'est pas encore un procès, mais c'est déjà une procédure. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une procédure, et c'est son avantage, qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que dans un procès classique, comment ça se passe? Dans un procès classique, vous allez voir un avocat, rédiger une assignation, qui est votre demande, avec les pièces justificatives, adresser votre assignation par voie d'huissier, ce qu'on appelle maintenant les commissaires de justice, à votre débiteur, qui est informé donc que vous lui faites un procès, et puis vous allez enrôler cette assignation à un tribunal qui va vous donner une date, en général c'est à la Saint-Glinglin, et vous allez vous retrouver à plaider votre dossier avec une instruction du dossier devant le tribunal, et vous partez pour une danse qui va durer, ce sont les délais aujourd'hui, entre 6 et 18 mois, je suis plus sur 18 et 24, selon les cas. Donc, vous partez pour quelque chose de très lourd, parce que c'est une procédure contradictoire. La procédure en injonction de payer, c'est une procédure qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'elle est faite, si je puis dire, dans le dos de votre débiteur. C'est-à-dire que votre débiteur n'est absolument pas informé du fait que vous lui faites une procédure, que vous faites une procédure pour établir sa condamnation, pour obtenir sa condamnation. Et c'est ça qui est très intéressant. Et le jour où le juge va rendre une décision, votre débiteur n'est toujours pas informé de cette décision. C'est une procédure qui se passe entre vous et le juge. Vous n'adressez pas votre demande à votre débiteur, à votre client, vous adressez votre demande au juge. Et vous lui dites, voilà, j'ai une facture, j'aimerais qu'elle soit payée, merci de condamner la société Tartampion à me payer. Le juge analyse votre facture, votre dossier, et vous dit oui, vous dit non. Et après, on verra comment ça se passe. Mais pour aboutir et pour pouvoir réaliser cette prestation, cette procédure, pour pouvoir rentrer dans cette procédure non contradictoire, eh bien, c'est logique, les conditions d'accès sont draconiennes. Le juge, il faut bien comprendre qu'il va analyser et condamner une personne sur les seuls éléments que vous allez lui apporter. Donc, dès que votre dossier sera un peu bancal, dès que la facture ne correspondra pas au devis, que les dates ne sont pas bonnes, que les prestations ne sont pas bien, tout ce que je vous ai dit en amont, que les prestations ne sont pas bien définies, que finalement vous avez un devis à 100 € mais votre facture elle est à 58, ou un devis à 100 € mais votre facture elle est à 158, et il n'y a pas de pièce au milieu. Le juge va dire je rejette la demande. Si votre dossier est carré, que tout est fluide, que tout correspond, que tout est compréhensible, le juge va dire ok, je condamne votre débiteur. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que vous ayez une créance certaine, liquide et exigible. Ça veut dire quoi, certaine, liquide et exigible? Certaine, ça veut dire que votre créance, elle n'est pas contestable dans son existence. Ça veut dire que la prestation a été réalisée, que la marchandise a été vendue, que le contrat, donc, a été signé ou que le devis a été signé. On retombe sur ces éléments-là. On doit être en mesure de prouver que la prestation a vraiment été réalisée. Liquide. Liquide, ça veut dire que le montant est déterminé ou déterminable, mais de manière certaine. Déterminé, j'ai un prix fixe, j'ai un devis, une facture, on me doit X, la créance est déterminée. Déterminable, ça veut dire que je peux arriver au montant par un simple calcul arithmétique, mais il n'y a pas de doute ou de possibilités différentes. C'est par exemple le cas d'un paiement partiel. J'ai une facture de 1000,
j'ai un devis de 1000, je prouve que j'ai essayé de recouvrer ma créance et je prouve que mon débiteur m'a payé 500, 1000 moins 500, ma demande porte sur 500, c'est logique, le juge peut retomber sur ses pattes et peut entrer en voie de condamnation. Donc j'aurai là aussi une créance liquide. Une créance exigible, ça vous renvoie aux exigences tout à l'heure concernant les dates mentionnées notamment sur la facture. Ça veut dire que je peux demander la condamnation de mon débiteur pour tout autant que ma facture soit échue. Donc, pour que ma facture soit échue et que pour les délais de paiement soient dépassés, encore faut-il que je sois en mesure de prouver quand j'ai réalisé la prestation, puisque c'est elle qui détermine la vraie date de la facturation, et quand est-ce que j'ai facturé, et si j'ai adressé la facture à mon client. Donc, c'est très important d'avoir ça, d'où un dossier carré à établir, mais c'est pas forcément, on va y venir tout à l'heure, c'est pas forcément très lourd, c'est pas forcément très complet. Il faut avoir les bons documents et ça ira très vite et le dossier ne sera pas conséquent. Les pièces justificatives dans le J1, donc les pièces justificatives, c'est assez simple. Il faut justifier de votre identité, savoir qui vous êtes, extrait cabis. Donc, il faut que vous ayez ça sous la main. Il y a des sites, notamment passant par Mon idée NUM. C'est un site que pas beaucoup de personnes connaissent. C'est un site qui vous permet d'avoir votre extrait cabis à la demande gratuitement et de manière totalement dématérialisée. On n'est pas obligé de commander un extrait cabis au greffe qui va vous faire payer. Alors, ce n'est pas très cher. Enfin, si vous le faites pour chaque facture, ça va vous coûter à peu près 3 € à chaque fois. Vous avez des possibilités d'avoir un vrai extrait cabis pour votre société de manière gratuite. C'est déjà ça prix. Si votre débiteur est un commerçant ou une entreprise privée, une personne morale, son extrait cabis, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que le juge va vérifier si votre débiteur est toujours en vie ou s'il n'est pas moribond. Il va vérifier s'il n'y a pas une procédure collective qui est ouverte, un redressement judiciaire, auquel cas votre procédure ne pourrait pas avoir lieu. Un extrait cabis, vous avez ensuite trois documents à fournir. Le devis daté signé, avec la preuve de remise, la facture avec la preuve de remise, votre mise en demeure avec la preuve de l'accusé de réception. C'est tout. Votre dossier, le juge, dans le cadre d'une requête à l'injonction de payer, n'a pas besoin de plus. Il va vérifier la cohérence des documents, va vérifier les dates, va vérifier les montants, et si votre créance, elle apparaît certaine, liquide, exigible et donc non contestable, le juge va rendre une décision qui s'appelle une ordonnance en portant injonction de payer, c'est-à-dire va condamner votre débiteur à vous payer le montant de la facture ou le montant restant dû sur la facture. Donc, c'est un outil qui est vraiment très utile. Comment ça se passe? Et plus on avance dans cette procédure, plus on voit l'intérêt de cette procédure. Tout d'abord, le dépôt de la requête. Tout à l'heure, je vous disais que dans un procès classique, assignation, on prend un huissier, on fait délivrer l'assignation au débiteur, l'huissier vous renvoie l'assignation avec la preuve qu'il a bien délivré votre acte à votre débiteur, puis vous devez aller voir un juge, enrôler votre assignation, prendre une date, etc. Dans le cas de la procédure en injonction de payer, procédure non contradictoire, rien de tout ça. Le dépôt de la requête, ça se fait par courrier recommandé AR. Donc, c'est très, très simple. La requête, elle peut être formulée de différentes façons, y compris par un formulaire CERFA que vous trouvez sur les sites impôts.gouv et que vous pouvez renseigner. C'est un peu compliqué, il vaut mieux passer par un conseil, mais c'est faisable. En tous les cas, vous avez une requête, des pièces, un bordereau de pièces, courrier recommandé, ça part par la poste, et dans n'importe quel tribunal de France. Donc, c'est très rapide et c'est très facile à faire. Alors,
il faut savoir, je suis en train de regarder si j'en parle plus loin. Voilà. Quelle est la juridiction compétente? Là, vous avez une première difficulté qui n'est pas je dirais, insurmontable. Devant quelle juridiction? Vous avez deux juridictions qui sont compétentes, qui peuvent être compétentes matériellement. Soit vous avez un client qui est un particulier, ou une association, ou une société civile, ça peut être une SCP d'avocat par exemple, ou une fondation. Et dans ce cas-là, vous devez agir devant le tribunal judiciaire. Soit vous avez en face de vous, votre client est un professionnel qui a un cabis, c'est un commerçant comme vous, et là, vous avez une compétence exclusive du tribunal de commerce. Donc, vous avez une première alternative. Ça, c'est la compétence matérielle. Professionnel, tribunal de commerce, pour être schématique, particulier aux sociétés civiles, tribunal judiciaire, tribunal civil. Deuxième choix à faire, le lieu. Quel tribunal saisir? Dans quelle ville? La règle qu'il faut connaître, c'est qu'en principe, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social ou le domicile de votre client. Votre client, son siège social est à Marseille. Si c'est une société, tribunal de commerce de Marseille. Votre client, son domicile est à Marseille. Si c'est un particulier, tribunal judiciaire de Marseille, service de requête en injonction de payer. Donc, il n'y a pas forcément de difficulté. Petite information quand même particulière, c'est dans les relations B2B entre commerçants, vous avez la possibilité, notamment par les conditions générales de vente, de choisir la juridiction territorialement compétente. C'est-à-dire, ça ne marche qu'avec les professionnels, ça ne marche pas avec les sociétés civiles ou ça ne marche pas avec le tribunal judiciaire, ça ne marche qu'avec le tribunal de commerce. Mais vous pouvez, dans les conditions générales de vente, choisir votre juge. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement celui dans le ressort duquel votre siège social, ça peut être Paris, par exemple. Moi, pour certaines sociétés qui ont, on va dire, une activité très particulière, je sais qu'au tribunal de commerce de Paris, il y a une chambre spécialisée dans cette activité-là. Par exemple, il y a une chambre transport qui est très compétente devant le tribunal de commerce. Donc, dans les conditions générales de vente que j'ai établies, j'ai indiqué qu'en cas de litige avec mes clients professionnels commerçants, le litige sera soumis au tribunal de commerce de Paris. Et c'est parfaitement valable. Et vous devez donc agir devant le tribunal de commerce de Paris. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Donc, une fois que la requête est déposée devant le bon juge, vous avez, le juge va l'analyser, comme je vous l'indiquais, donc va passer au crible de votre dossier, et si votre dossier est valable, il va délivrer une ordonnance portant l'injonction de payer. Il va dire, je condamne la société à telle à payer à la société à telle la somme de temps. Important, petite précision, j'y reviendrai tout à l'heure, il ne faut pas mentir au juge à ce stade de la procédure. Parce que ça peut vous retomber dessus, je vous expliquerai tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez, c'est une procédure, encore une fois, j'insiste, qui ne supporte pas la contestation sérieuse, soit de votre facturation, soit de votre prestation, soit du montant, soit des deux. C'est-à-dire que si, dans votre dossier, vous avez vu qu'on communique notre facture, notre devis, notre mise en demeure, etc., et le juge va analyser ça. Si vous avez dans votre dossier une véritable contestation qui a été produite par votre client, même si elle est farfelue, même si vous savez, vous, qu'elle ne tiendra pas au final à l'examen, la procédure en injonction de payer, ce n'est pas la bonne procédure. La procédure en injonction de payer, c'est vraiment la procédure pour le mauvais payeur. Vous avez fait votre devis, il est carré, vous avez fait votre facture, elle est carrée, vous avez fait votre prestation, elle a été réalisée, vous avez demandé à ce qu'on vous paye, vous êtes en face d'un mauvais payeur, il n'a rien à vous dire, mais il ne veut pas vous payer. C'est la procédure en injonction de payer. S'il y a une amicroche pendant votre relation commerciale, il vaut mieux basculer sur une procédure
plus classique. Donc, le juge va délivrer une ordonnance portant injonction de payer. Là, on est d'accord, votre débiteur n'est toujours pas au courant de ce que vous faites. Il ne sait pas que vous avez engagé une procédure. Pour lui, tout va bien. Premier intérêt de cette procédure, c'est les délais avec lesquels les ordonnances portant injonction de payer sont délivrées. Entre 1 semaine et 2 mois. Donc, c'est hyper rapide. Parce que précisément, ce sont des procédures qui ne nécessitent pas de débat. Donc, hyper rapide. 1 semaine pour les greffes les plus lents, 2 mois pour les greffes, pour les greffes les plus rapides, 2 mois pour les greffes les plus chargées, mais c'est rarement plus. 2 mois, je n'ai même pas une date d'audience à 2 mois. C'est-à-dire que lorsque je fais une assignation et que je demande une date, parce qu'il faut avoir une date avant pour lancer un véritable procès, je ne suis pas à 2 mois. Je suis aujourd'hui à 3, 4, 5 mois. Donc, je gagne déjà un temps considérable. Quelques chiffres pour vous donner aussi, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais pour vous donner, je dirais, l'utilité, l'intérêt de cette procédure. Il y a à peu près par an 400 000 requêtes en injonction de payer qui sont déposées. Toutes juridictions confondues, tribunal judiciaire, tribunal de commerce. Sur ces 400 000 requêtes en injonction de payer, on a des réponses à hauteur de 99%. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui partent dans la nature et qui n'ont pas de réponse. 99%, le juge répond. Donc, c'est déjà un taux très important. Sur ces 400 000 requêtes déposées, près de 70% sont acceptées de manière totale ou partielle. C'est-à-dire qu'on a un taux de transformation qui est inédit, que vous n'avez jamais dans les procédures classiques, de 70%. Vous déposez une requête en injonction de payer, vous avez 70% de chances d'avoir une condamnation de votre adversaire. Et j'allais vous dire, si vous passez par un cabinet d'avocats qui fait bien son travail, ce n'est pas 70% que vous allez avoir, c'est 95, voire 90%. Parce que vous avez un dossier qui est carré et qui ne nécessitera pas de méfiance particulière du magistrat, qui n'aura pas d'intérêt à refuser votre requête. Donc, vous voyez bien l'intérêt de cette procédure, une requête par la poste, jusqu'à ce jour, pas d'huissier, et un taux de réussite, un taux de transformation de votre essai, si vous voulez, qui est vraiment hors norme. Je crois qu'il y a un coût à la requête, maître, c'est aux alentours de 35 €, je crois, le coût de la requête. Pour quand on dépose la requête en injonction de payer. J'y venais. La requête, quand vous déposez une requête vous avez raison de me le dire, devant un tribunal judiciaire, c'est gratuit. Devant un tribunal judiciaire, vous allez avoir le coût de votre recommandé AR. Voilà, c'est gratuit. Devant le tribunal de commerce, vous avez raison, Nathalie, c'est important de le noter. Enfin, ce n'est pas un coût qui est exorbitant, mais votre requête va être enrôlée par un greffe qui, contrairement au tribunal judiciaire, est un greffe privé qui va vous prendre des frais d'enrôlement. Donc, pour déposer votre requête, en plus, dans vos dossiers, vous devez glisser un chèque, c'est 33,47 € précisément. C'est un tarif qui est fixé par décret devant tous les tribunaux de commerce de France et de Navarre. C'est 33,47 € TTC, donc vous devez glisser en plus 33,47 € TTC dans votre enveloppe si votre dossier est destiné à aboutir sur le bureau d'un magistrat du tribunal de commerce. Une somme qu'on pourra récupérer si l'injonction de payer... somme que vous pouvez récupérer parce que dans la requête en injonction de payer, bien entendu, vous pouvez demander le montant de votre créance stricto sensu, ce qu'on vous doit sur la facture, sur le montant de votre facture si elle a été impayée en totalité, sur le montant du reliquat qui vous est dû. Mais vous pouvez également solliciter des frais et ils sont accordés. Alors, c'est toujours pareil. En toute chose, il faut être mesuré. Donc, il ne faut pas demander des frais qui dépassent le montant du litige. Mais vous avez des frais, les frais de gestion du dossier, 100 € pour les frais postaux, de photocopie, etc. C'est parfaitement admis. Donc, vous pouvez faire une demande
qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ce sont les frais irrépétibles, les frais que vous allez engager pour la défense de vos droits, et vous pouvez demander, et d'ailleurs avoir le réflexe de demander systématiquement 100, 150 euros. Si vous êtes modeste, le magistrat vous l'accordera. Si vous commencez à partir, alors ça dépend du montant des requêtes, hein, je vais venir sur le montant des requêtes, mais bon, si vous êtes modeste, le magistrat a tendance à les donner. Ils ne sont jamais très, très généreux avec les avocats, mais enfin, quand c'est très, très mesuré, mais c'est déjà ça de prix, parce qu'effectivement, ça peut vous permettre d'amortir les frais de votre dossier, et surtout, c'est la nouvelle partie, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec cette ordonnance d'injonction de payer? L'ordonnance d'injonction de payer, là, donc j'ai une décision sur mon bureau, avec le nom d'un juge, qui dit que votre débiteur doit vous payer. Cette ordonnance d'injonction de payer, lui, il n'en est pas informé, il ne sait pas qu'il est condamné. Elle a une durée de vie, c'est important de le savoir, de 6 mois. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de bouger tout de suite. Vous pouvez la garder sous le coude et tenter d'obtenir le paiement autrement. Mais vous avez ce titre sous le coude que vous pouvez utiliser, vous avez 6 mois pour le faire. Détail important, à partir du moment où vous avez vous avez déposé cette requête et qu'elle a été acceptée, vous avez interrompu le délai de prescription pour recouvrer votre créance. Interrompu, ce n'est pas suspendu. Suspendu, le délai est arrêté, mais il a déjà couru et il reprend pour le temps restant à courir. Interrompu, le délai repart à 0. Donc, vous avez de nouveau, à partir de votre requête, un délai de 5 ans qui court. Donc, c'est intéressant de le savoir. Vous avez votre requête sous le... Et bien entendu, il ne faut pas laisser passer ce délai de 6 mois, parce que sinon, votre requête, votre ordonnance est caduque. Mais enfin, vous avez ça. Si maintenant vous décidez, tout de suite ou dans ce délai de 6 mois, de récupérer votre argent, vous devez informer votre débiteur qu'il est condamné. Et à ce moment-là, vous devez saisir un commissaire de justice, un huissier de justice, qui va aller signifier l'ordonnance d'injonction de payer à votre débiteur. Le débiteur, là, du coup, il est informé du fait que vous avez engagé une procédure contre lui et qu'il est déjà condamné à vous payer la somme que vous avez demandée. Et là, vous avez trois hypothèses de travail. La première hypothèse, qui n'est absolument pas négligeable et qui aboutit très très souvent, parce que quand vous avez un mauvais payeur, tant qu'il reçoit des mises en demeure ou des courriers de sociétés de recouvrement, ça part instantanément au panier et il n'en tient pas qu'à. Quand vous avez un vrai mauvais payeur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun argument à vous opposer à votre demande de paiement et qui reçoit une décision du tribunal qui le condamne, bien souvent, il arrête les frais et il paye. Donc la première hypothèse, et qui est vraiment 70% dans les statistiques, mais qui peut être au-dessus, dans la première hypothèse, bien souvent, le débiteur paye. S'il ne paye pas, c'est qu'il a vraiment quelque chose à vous dire. Et s'il ne paye pas, on va voir comment il peut faire pour contester votre créance. La deuxième hypothèse, c'est qu'il ne paye pas, mais il ne réagit pas. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites signifier l'ordonnance pour injonction de payer par voie d'huissier, ça ouvre un délai d'1 mois, pendant lequel votre débiteur peut former opposition. Pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis du tribunal. C'est-à-dire que quand le huissier va notifier la décision qui le condamne à votre débiteur, le débiteur peut, pendant un délai d'1 mois, écrire au tribunal en disant « je ne suis pas d'accord. Vous m'avez condamné sur les seuls éléments de mon adversaire à lui payer une somme de X, je conteste cette condamnation et je forme opposition. » C'est la troisième option. Et s'il ne réagit pas dans ce délai d'1 mois, s'il n'a pas formé opposition, je viendrai pour les suites de l'opposition, s'il n'a pas formé opposition, eh bien, vous êtes en possession d'un titre exécutoire.
c'est-à-dire comme un jugement définitif. C'est-à-dire que vous pouvez, sur la base de votre ordonnance d'injonction de payer qui dispose d'une formule exécutoire, si elle n'a pas été frappée d'opposition dans le mois, vous pouvez saisir les comptes bancaires de votre débiteur, faire des saisies à tiers détenteur, saisir du matériel. Vous avez toutes les possibilités qui vous sont ouvertes au même titre qu'un jugement, à la différence c'est que pour obtenir un jugement, vous êtes à 2 ans, pour obtenir une injonction de payer et la faire signifier, vous êtes à 3 mois. Donc, vous avez énormément je dirais, d'avantages à passer par cette procédure. Donc, si vous êtes dans le cas, le troisième cas, j'y reviens, où le débiteur, pardonnez-moi, où le débiteur forme opposition et dit au tribunal, je ne suis pas d'accord, voilà, la société Intel me demande X euros et vous m'avez condamné à lui payer, mais en fait, la prestation n'était pas bonne ou je ne sais quoi, peu importe. Il va écrire au tribunal et le tribunal va vous écrire à vous pour vous informer que votre débiteur a formé opposition et va vous convoquer à une audience devant son tribunal, à une audience pour qu'un débat contradictoire, cette fois-ci, s'instaure entre vous et votre débiteur. Et là, on rentre dans la procédure classique. C'est un procès classique devant un tribunal de commerce ou devant un tribunal judiciaire et dans laquelle chaque partie va avancer ses arguments, ses pièces, etc. Et je reviens à l'attention que l'attention que j'ai tirée sur le fait de ne pas mentir au juge au stade du dépôt de la requête en injonction de payer, parce que là, le dossier va être étalé et on va avoir les éléments de votre adversaire. Et je vous garantis que le juge prendra très mal le fait, si vous avez communiqué dans le cadre de votre dépôt de requête en injonction de payer, un dossier nickel avec un devis accepté, une facture, une relance, une mise en demeure, et rien que ça, et que là-dessus, le débiteur a été condamné, mais que dans le cadre du débat contradictoire qui va s'ouvrir suite à son opposition, il montre au juge qu'il vous a écrit 3 ou 4 fois en recommandeur pour contester votre facture, je peux vous garantir que votre procès n'est pas gagné. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas s'amuser à cacher ce type d'échange s'il y a eu avec votre débiteur. Après, ça ne veut pas dire que le moindre courrier vous empêche de passer par la voie de l'injonction de payer. Si vous savez que la contestation, c'est vraiment n'importe quoi et c'est de mauvaise foi et c'est manifeste, etc., c'est pas grave, on pourra s'en expliquer. Mais si vous avez une contestation qui est plus ou moins sérieuse, s'il y a un problème qui est sérieux, qui vraiment mérite un débat, ce n'était pas le lieu de faire une requête en injonction de payer. Donc voilà, en quelques phrases schématiquement proposer cette voie qui est un continuum, c'est-à-dire préparer son dossier en amont, suivre correctement sa facture, ça vous permet d'accéder à cette procédure qui est rapide et efficace. Donc, en résumé, beaucoup de choses se jouent en amont, vous l'avez compris, et la boucle est bouclée, c'était le propos liminaire de Nathalie. Beaucoup de choses se déroulent en amont, mais si le travail est rigoureux, devis signé, facture claire, mise en demeure bien rédigée, la procédure en injonction de payer est une alternative simple, rapide, peu onéreuse à un procès classique qui est long et, il faut le dire aussi, parfois incertain. Voilà. Bien, maître, il n'y a plus de questions, donc j'ai proposé qu'on clôture cette webconférence. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Un grand merci également à maître Christophe Mameli pour la clarté de ses explications et surtout pour la richesse de ses conseils pratiques. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui se tiendra le 3 juillet à 9h sur le thème « Découvrez la GSC, la garantie sociale du chef d'entreprise », c'est-à-dire l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et nous vous disons à très bientôt avec l'Académie UPV. Merci maître, à bientôt. Merci à vous, merci de votre attention. Au revoir.